18h05, vous êtes toujours en direct sur Kwezi. On prolonge la matinale parce que l'on est mercredi. Et ce matin, on va parler avec l'ARS de la crise de l'eau et on va se familiariser avec ces risques justement. Et puis quelques conduites à tenir qu'il faut absolument que l'on adopte pour, pour éviter d'être malade. On va comprendre tout ça pendant l'heure qu'on va partager ensemble. Et je suis hyper bien entourée ce matin parce que j'ai autour de moi 2 médecins. C'est top. Je suis contente. Alors vous, Maxime Jean, on vous connaît bien maintenant sur Kwezi. Et puis vous, Maxime Rancé-Collet. Bonjour, Col. Vous êtes Maxime Jean, infectiologue, chef du département des urgences sanitaires de l'ARS. Et vous, Maxime Rancé-Collet, vous êtes médecin de santé publique et vous êtes conseiller médical au sein de l'ARS de Mayotte. Et grâce à vous, on va tout savoir et tout comprendre. Alors, on dit qu'il n'y a plus d'eau, je crois qu'on le voit bien, les coupures régulières. Mais pourquoi, quand il n'y a plus d'eau, il y a des risques sanitaires ? Quand il n'y a plus d'eau, il y a des risques sanitaires pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, de façon tout à fait légitime, quand on n'a pas accès à de l'eau qu'on appelle contrôlée, donc de l'eau qui sort du robinet avec les contrôles qui sont réalisés, quand on n'a plus d'eau, on aurait tendance à vouloir avoir accès à une eau qui n'est pas contrôlée. Et je pense en particulier à l'eau des puits. Vous savez que depuis plusieurs années, les puits des familles ont été fermés. Là, de façon tout à fait légitime, les personnes pourraient avoir l'idée et la volonté de réactiver le puits, de réouvrir le puits. Et beaucoup l'ont fait. Et de consommer cette eau qui n'est absolument pas contrôlée, qui est pleine de microbes et qui risque de transmettre des maladies. Un autre risque pour les familles, c'est de considérer que le stock d'eau qu'on a fait pour couvrir le temps après la prochaine fois on aura récupéré de l'eau, ce temps dépasse le temps des recommandations dont on aura l'occasion de discuter de 48 heures et que les personnes seraient amenées à boire de l'eau dont la durée de stockage est beaucoup trop importante et dans laquelle se seraient développées des maladies. En fait, si je comprends bien, vous nous dites que le fait d'avoir de l'eau au robinet, on a pris l'habitude d'être super pas... presque négligent, enfin en tout cas on prend et on ne se pose pas de questions, et que donc du coup on a oublié, voire on n'a jamais été informé des règles de base de qualité de l'eau. C'est ça que nous devons comprendre ? Ce qu'on doit comprendre, c'est que le risque de ne pas consommer de l'eau qui effectivement est contrôlée, dont on sait que le chlore dedans va tuer les microbes, que tous les contrôles qui sont faits par les différentes personnes qui rentrent dans le circuit de la distribution de l'eau, quand les personnes vont consommer de l'eau qui n'est pas contrôlée, en effet, on s'expose à la transmission des maladies. Et le troisième grand risque identifié, outre le fait donc de boire de l'eau qui vient des puits, qui vient des rivières ou qui vient d'un stockage d'eau de pluie aussi, outre le fait de consommer de l'eau qui aura été stockée pendant trop longtemps et dans laquelle des microbes seront rentrés et se seront développés, il y a un autre risque qui est extrêmement important, c'est le risque de maladies transmises par les mains. Le fait de ne pas se laver les mains peut exposer les personnes à une transmission de microbes d'une personne à l'autre microbe. Le Covid a été pour nous un moyen de bien comprendre le mécanisme des transmissions entre une personne et l'autre. Le Covid a montré aux personnes l'intérêt de ce qu'on appelait les gestes barrières, mais donc des moyens de prévention de la transmission. Eh bien, les maladies auxquelles on peut s'attendre sur le territoire du fait de la pénurie d'eau devraient, dans la perception des gens, devrait aboutir à refaire ressortir du coup ces moyens de prévention et donc en l'occurrence se laver les mains pour éviter les maladies que l'on passe d'une personne à l'autre par les mains. Maxime Rancé-Collet, le fait que l'ARS s'investisse beaucoup depuis la rentrée, on va dire, sur le sujet justement du risque sanitaire, c'est lié au fait qu'on n'a vraiment plus beaucoup d'eau et que moins on en a, plus les risques sont élevés. Alors effectivement, pour ajouter une précision, ça fait quand même plusieurs mois déjà que l'ARS, comme le disait Olivier Breyck, en lien avec le ministère de la Santé, travaille à identifier les risques et à prévoir des réponses, puisque globalement c'était assez prévisible que les stocks d'eau allaient se réduire, donc on a pu travailler sur le sujet. Donc cette anticipation, elle a effectivement permis de mettre en place des mesures progressives, puisque comme vous le dites, le fait qu'il y ait moins d'eau, donc on revient sur ce que dit le docteur Jean, c'est de fait on est obligé de se tourner vers d'autres sources d'eau. Alors quand on peut, on utilise de l'eau embouteillée, ce qui ne pose aucun problème puisque c'est une eau sécurisée.
mais lorsqu'on n'a pas le choix, on peut se tourner vers des eaux de rivière, de puits. Et justement, il y en a derrière vous et elle est... on est en saison sèche, hein, donc elle est un peu sale. On ne peut rien faire avec cette eau qui est sur l'image derrière vous. C'est vrai, alors on voit une eau docteur. qui là est un peu boueuse, mais il faut se méfier. Donc effectivement, quand on voit une eau qui a cette couleur, on aura tendance à ne pas la boire, puisqu'on sent bien qu'elle n'est pas forcément propre à la consommation. Mais c'est pas parce que l'eau est transparente et très belle qu'elle est forcément propre à la consommation et potable. C'est tout le problème des maladies, des microbes et des maladies bactériologiques qui se transmettent, c'est qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu et que malgré que l'eau ait un aspect tout à fait correct et pas ni d'odeur ni de goût, elle peut malgré tout être vectrice de maladies. Et c'est pour ça qu'il faut constamment appliquer les principes de précaution dont on va reparler de manière plus approfondie pour éviter toute transmission de maladies. Mais dans la culture mahoraise, aller à la rivière pour laver le linge, pour faire la vaisselle, c'est quelque chose qui est quand même voilà, dans les usages. Et on l'a vu en 2020 lorsqu'il y a eu, alors évidemment la crise était bien moindre, mais il y a eu des coupures d'eau, ça a été compliqué. Il y a eu un retour des gens vers la rivière pour se doucher. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit avoir confiance dans cette eau? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes médecin? Ce qui est certain, c'est également que sur le territoire, on met en évidence chaque année des cas de typhoïde. Et dans un certain nombre de cas, on sait que la transmission de cette typhoïde est médiée par la rivière. On évoquait en première partie, vous évoquiez avec le directeur général la campagne de vaccination contre la typhoïde préventive. Elle a été mise en place dans des endroits où on sait que habituellement, les personnes ont l'habitude d'aller à la rivière, voilà, pour faire la lessive ou pour tout un autre usage de l'eau de rivière. Et on sait que de façon récurrente sur le territoire, la rivière est à l'occasion de la transmission d'un certain nombre de maladies. Donc c'est un risque qui existe effectivement, véritablement de base et de façon récurrente sur le territoire. Comme l'évoque le docteur Rancé, le fait que plus de personnes soient amenées à recourir à l'eau de la rivière nous interpelle et nous fait penser qu'un certain nombre de maladies pourraient être amenées à augmenter sur le territoire du fait donc d'un afflux, je ne sais pas si un afflux, mais en tout cas d'une augmentation de la consommation d'eau de rivière. Alors, pour qu'on soit clair et pour que nos téléspectateurs ou nos auditeurs comprennent bien, parce que là, je pense qu'on a compris, quand on a l'habitude d'utiliser l'eau du robinet ou l'eau des bornes fontaines, hein, d'ailleurs, c'est de l'eau de qualité, on ne se pose pas de questions, on l'utilise. Quand on est amené à stocker l'eau pour faire face aux coupures ou bien à utiliser de l'eau voilà, de rivière, de puits, comme vous l'avez dit, ou également de pluie, hein, le puits et la pluie, l'eau n'est pas de qualité. Par conséquent, il faut qu'on adopte des conduites à tenir. On n'a pas l'habitude, il faut qu'on change nos habitudes. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête, docteur Rancé? Alors la première chose, c'est la remarque de base, mais on est obligé de le rappeler puisque là les habitudes doivent changer. Il faut consommer de l'eau potable. Ça, c'est la première chose. Consommer, ça veut dire quoi? Pour boire, donc disons l'eau qui rentre dans notre bouche, disons, doit être potable. Donc on a dit pour l'eau qu'on boit, mais c'est également le cas pour lorsqu'on se brosse les dents, et où il faut éviter, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau qui va rentrer. Donc, il faut utiliser de l'eau potable. Et donc cette eau potable, donc là la contrainte qu'on a maintenant, c'est qu'il y en a... Je me permets de vous couper, mais il n'y a pas que pour ça. Quand on lave les légumes, certains passent la viande à l'eau avant de la faire cuire. Quelquefois, on rajoute de l'eau dans les plats que l'on cuisine. Et ça, c'est de l'eau qui rentre dans le corps quelque part. Donc cette eau-là, elle doit être potable aussi. Oui, donc je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on va se dire que... C'est important, il y a beaucoup de mamans qui cuisinent. Mais effectivement, parce qu'il y a les recommandations, il y a comment on le met en place en pratique, on est bien conscient que c'est pas évident de mettre en place toutes ces recommandations. Donc la logique qu'il faut respecter, c'est tout ce qui va rentrer dans la bouche, tout ce qu'on va avaler, il faut dans la mesure de possible que cette eau soit potable. Alors, donc, quand on boit, quand on se lave les dents, quand on cuisine... Pour l'usage alimentaire. Quand on lave les fruits, quand on lave les légumes, si on a aussi la tradition de passer la viande à l'eau avant de la faire cuire, c'est de l'eau potable. Tout à fait, il faut... Et comment on rend l'eau potable, docteur Rancé? Alors, il y a les mesures habituellement employées pour l'eau du réseau. L'eau du réseau est potable. Oui. Il y a des méthodes de traitement qui sont industrielles. Donc, il y a une usine qui élimine notamment les micro-organismes, les microbes, grâce au chlore, notamment. Il y a d'autres méthodes. Donc, ça, c'est les méthodes industrielles. À l'échelle individuelle, donc nous, on doit réfléchir maintenant à comment rendre potable l'eau qu'on a chez nous, puisqu'on a de l'eau qui est...
n'est pas forcément, qui est potable au robinet, mais pour la sécuriser, disons. Donc la meilleure méthode, c'est de la faire bouillir. C'est une méthode vraiment qui est infaillible, c'est le principe de stérilisation. Donc on va, en faisant bouillir 5 minutes à grosse bulle l'eau, on va éliminer l'ensemble des germes qui sont présents, qui sont potentiellement présents. Il n'y en a pas forcément, hein. C'est pas, mais c'est un principe de précaution pour être sûr qu'il n'y ait pas de germes quand on la consomme. On la fait bouillir pendant 5 minutes et ça élimine même les germes les plus résistants. Pour les bébés, docteur Jean, on fait comment ? Alors pour les bébés, donc deux solutions. Il y a un certain nombre de familles qui utilisent de l'eau minérale, hein, de toute façon pour la constitution des biberons. Alors là, il faut continuer à utiliser l'eau spécifique pour biberon, donc une eau qui n'est pas trop minéralisée. Et après, comme évoqué par le docteur Rancécole, une eau portée à ébullition tue tous les germes qui pourraient être présents dans cette eau. Donc on peut faire le biberon avec de l'eau qui a bouilli et pas bouillie pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, oui. L'eau du robinet, c'est-à-dire qu'on ne va pas prélever l'eau qu'on a vue sur l'image tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui. Mais sur l'eau du robinet bouillie pendant 5 minutes, 100% des germes qui seraient dedans seraient détruits par cette ébullition, et donc il n'y a plus de risque de transmission de cet agent infectieux par la consommation des enfants, des personnes âgées ou des personnes comorbides. Alors, autre question, on a commencé à entendre ici et là que lorsque la coupure était inférieure à 24 heures, supérieure à 24 heures, le délai pendant lequel il fallait faire bouillir l'eau n'était pas le même. Vous pouvez repréciser ça ? Alors la mesure, pour expliquer, on peut peut-être en profiter pour expliquer aux gens d'où viennent ces recommandations, ça permettra peut-être de les comprendre. Bien sûr. En gros, quand il y a une coupure de 12 heures, il faut faire bouillir l'eau pendant les 6 premières heures après la réouverture. Lorsqu'il y a une coupure de 24 heures, il faut faire bouillir l'eau pendant les 12 premières heures. Mais pourquoi d'un côté 6 heures, pourquoi d'un côté 12 heures, quand vous avez dit tout à l'heure que quand ça bouillait pendant 5 minutes, ça tuait tous les germes ? Bah oui, effectivement. Alors en fait, c'est un principe de précaution. Et ça, c'est des mesures qui ont été planifiées assez longtemps en amont, notamment sur la base d'expertise nationale. Là, c'était des missions d'experts qui sont venus de Paris pour nous aider. Et le principe, en fait, c'est très pratique. En gros, quand on prend une partie du réseau, si il y a une consommation normale par les habitants de cette zone, on considère qu'en 6 heures, on a vidé l'ensemble des tuyaux du réseau. Donc, au bout des 6 premières heures, il n'y a pas toute l'eau qui avait potentiellement stagné dans le réseau a disparu. Donc, c'est de nouveau de l'eau qui vient directement de l'usine, qui est traitée directement, qui arrive. Elle n'a pas eu le temps de stagner, il n'y a pas eu le temps d'avoir de prolifération de micro-organismes dedans. Parce qu'en fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est pendant la coupure, l'eau qui pourrait encore stagner dans les tuyaux, appelons un chat, et c'est dans cette eau qui stagne que les bactéries pourraient se développer. Voilà, c'est ça. Donc l'eau, elle peut y stagner un petit peu, ça favorise l'apparition de micro-organismes, mais aussi, deuxième problème qui a été évoqué, c'est que comme le réseau d'eau à Mayotte est dans certaines zones dans un pas très bon état, il peut y avoir, enfin c'est partout pareil en France, hein, d'ailleurs, c'est pas spécifique à Mayotte, mais il peut y avoir des fuites. Et cette fuite fait que quand on coupe l'eau, elle permet l'introduction de micro-organismes dans les tuyaux. Et quand on va réallumer l'eau en haut, ils vont être ramenés jusqu'au robinet du consommateur. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure et j'en suis désolée. Donc, 6 heures après une coupure de 24 heures. De 12 heures. Non, de 24 heures. Enfin, inférieur à 24 heures. Inférieur à 24 heures. Voilà, donc là, vous avez dit, en 6 heures, toute l'eau qui stagnait a été éliminée. Donc, celle au-delà de 6 heures, a priori, c'est celle qui vient de l'usine, donc zéro problème. Voilà. Pourquoi, dans une coupure supérieure à 24 heures, il faut attendre 12 heures ? Parce qu'on pourrait penser que les gens manquent tellement d'eau qu'ils vont en consommer encore plus vite et que ça pourrait aller plus vite. C'est le cas d'ailleurs. Alors pourquoi ? Alors parce qu'on a considéré, on n'a pas pris en compte le fait que les gens consomment beaucoup et que effectivement la purge du réseau se fait plus rapidement. Nous, d'une manière très terre à terre, on s'est dit quand on coupe pendant 24 heures, il y a plus d'introduction d'eau parasite, on va appeler ça l'eau parasite, qui s'introduit, et les germes ont plus le temps de se développer. Donc il y en a une plus grande quantité qui est présente à la réouverture. Donc on considère qu'il ne faut pas vider le réseau une fois, mais 2 fois. D'accord. Parce que certaines bactéries ou autres trucs peuvent se mettre sur les tuyaux. C'est exactement ça. En fait, il y a un principe, on appelle ça le biofilm. Les bactéries, enfin l'ensemble des micro-organismes, dont les bactéries, vont être en capacité de s'accrocher aux parois du tuyau. Et ils vont être un petit peu plus résistants, c'est-à-dire que juste un passage d'eau ne va pas forcément les faire partir tout de suite. Donc on considère qu'il faut 2 passages d'eau pour 2 purges complètes pour que l'eau soit de nouveau
exactement de la même qualité au niveau de l'usine qu'au niveau du robinet du consommateur. Docteur Jean, pour ceux qui ont un puits à la maison, pour ceux qui ont, par exemple, stocké de l'eau de pluie ou qui ont fait leur propre stock d'eau pour la période actuelle et qui voudraient la rendre potable, ils doivent la faire bouillir et combien de temps? Ou alors il ne faut vraiment pas la boire? La recommandation, et la seule recommandation à donner, c'est de ne pas boire l'eau de pluie et l'eau stockée depuis trop longtemps. C'est la seule recommandation que je peux donner. Néanmoins, si d'aventure certains devaient avoir recours à l'eau de puits ou de pluie, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut pas recommander, mais ce qu'on peut proposer, c'est de filtrer cette eau avant de la faire bouillir. Pour enlever les particules, la terre, oui. Les choses qui pourraient stagner. Si je comprends bien ce que vous nous expliquez, messieurs, nous, dans les maisons, il faut qu'on organise 2 types de stockage. On doit stocker de l'eau potable pour ce qui rentre dans notre corps. Je crois que c'est plus simple si on le dit comme ça. Eau potable pour ce qui rentre dans notre corps et de l'eau non potable pour laver par terre, pour se doucher, pour laver le linge, pour faire le ménage, enfin bref, tous les trucs qu'on a à faire dans la maison. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, et si une eau qu'on boit, une eau qui rentre dans la bouche est stockée plus de 48 heures, il ne faut pas la jeter, elle peut devenir de l'eau à usage ménager pour faire son ménage. Elle bascule dans l'autre stockage. Voilà. Donc on stocke de 2 manières à la maison, ça veut dire qu'on a 2 récipients quelque part. Et donc du coup, la question qui me brûle les lèvres, c'est comment on stocke l'eau à la maison? À la fois, et on va commencer par le plus simple, le non potable, comment on le stocke à la maison? Alors le non potable, il n'y a pas trop de contraintes. Ça peut être du coup un seau, je pense qu'on l'a tous du coup maintenant, le fameux seau à la maison. Dans l'idéal, on fait attention à bien couvrir nos réserves d'eau pour éviter que les moustiques ne viennent s'y reproduire. Et il n'y a pas forcément de règles particulières de sécurité tant que l'eau, on ne la consomme pas. Et on la met à l'ombre? Alors pour l'eau qui est d'usage pour le ménage, pour l'arrosage du jardin, si on veut le faire, il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit à l'eau. Disons que cette eau, sa qualité importe peu, entre guillemets. Ok. Là où il faut être très très rigoureux, et c'est très important, c'est sur l'eau qu'on veut consommer. Et là, par contre, il faut appliquer de manière très stricte les règles. Donc il faut avoir un récipient qui est dédié à ça. Il ne sert qu'à stocker l'eau potable, c'est sa seule unique fonction. Il faut le nettoyer de manière régulière, il ne faut pas stocker l'eau dedans pendant plus de 48 heures et il faut y mettre uniquement de l'eau potable du coup. Il faut bien faire attention, soit on la prend sur une période au robinet où il n'y a pas de manipulation à faire, soit on la fait bouillir avant de la stocker dans ce récipient. Et on la met au frigo ou pas? Est-ce que c'est nécessaire de la mettre au frigo cette eau? Mes questions sont très pragmatiques, mais je pense qu'on se les pose tous et toutes, ces questions. Bien sûr, l'explication à ça, c'est qu'en fait, les micro-organismes, notamment les bactéries, se développent plus facilement dans un environnement où il fait chaud. Donc au frigo, c'est mieux. C'est le principe du frigo, en fait. C'est juste qu'en refroidissant les aliments et les boissons, ça évite que les germes ne se développent. Donc si on la met au frigo, c'est l'idéal. C'est pas parce que c'est pas au frigo qu'il va y avoir de gros problèmes, mais dans la mesure du possible, il faut éviter de le mettre dans des zones trop chaudes. Plus c'est refroidi et plus on va se protéger du développement de micro-organismes. Et ensuite, au bout de 48 heures, je le redis, au bout de 48 heures, on bascule la réserve d'eau potable qui resterait, on la bascule dans la réserve d'eau non potable parce que on peut faire ce qu'on veut avec. Alors, il y a une question ou un terme que vous n'avez pas utilisé, et du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. Je prends ma douche avec quel stock d'eau? Avec l'eau potable ou l'eau non potable? Parce que là, du coup, il faut que j'achète un autre frigo. Pour l'hygiène corporelle, c'est pas la peine d'avoir accès à de l'eau potable. Donc la réserve que l'on constitue pour laver par terre, pour laver le linge, c'est la même pour la douche? Alors en étant pragmatique et rigoureux, c'est-à-dire que vu que le délai de 48 heures n'a pas été établi il n'y a pas de délai qui a été établi pour la conservation de l'eau pour l'usage d'hygiène, il ne faut pas considérer qu'on a une eau qui traîne depuis 4-5 semaines et qui serait accessible. Voilà, donc c'est dans la mesure du possible. Une eau de boisson, on la conserve 48 heures. L'eau à usage sanitaire, on la conserve dans des délais supérieurs, mais on peut être tout à fait amené à se nettoyer
Alors une petite recommandation a été émise sur les personnes qui auraient peut-être un peu des plaies ou des lésions dermatologiques pour éviter que ces plaies ne se surinfectent, parce qu'en effet une eau qui est conservée plus de 48 heures, c'est une eau dans laquelle il peut y avoir un peu des micro-organismes et des bactéries, mais en dehors de ça, typiquement, après il faut que cette crise de l'eau, il faut qu'on reste pragmatique, c'est-à-dire que typiquement quand on va se baigner dans la mer, ou même quand on se baigne dans l'eau de rivière, quand on va se mettre sous la cascade de Soulou, c'est une eau qui est pleine de microbes. Ben oui. Pour autant on ne ressort pas avec des furoncles de la tête aux pieds. On est d'accord. Voilà, donc une eau... Et on ne meurt pas 15 jours après. Et on ne meurt pas 15 jours après, donc, alors on évite de la boire évidemment, mais donc une eau pour son hygiène, encore une fois, sauf pour les personnes qui ont des lésions dermatologiques, peut tout à fait être une eau qui est stockée 72 heures, 2-3 jours, 4-5 jours, un peu à l'abri de la lumière si possible. C'est mieux. Pour éviter que les bactéries se prolifèrent de façon trop rapide. Que l'eau chauffe. Que l'eau chauffe, pardon. Mais c'est une eau, oui, qu'on peut utiliser pour l'hygiène corporelle. Eh bien, on va tourner une page de pub. On se retrouve tout de suite après et on continue. J'ai encore des dizaines de questions. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmay Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmay Immobilier dans leurs locaux situés à Tingoni en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com. Namzi. Nafai maruhanyi. Ijafiti racho. Hanyusta tele nzuri. Marhaba. Dangazo la njema. Utopara marangazo ya sport mzuri hadi mwa Canal Plus. Mwezi wa utu mutopara mashindano bolu ya mundu na Premier League, UEFA Champions League na Ligue 1. Na kalite za mashindano mazuri ya sport. Hata mwezi 12 wa Septembre mutopara mtamanio uhirwa ula total ula wa euro 24 uparuso tuswini kula mwezi hadi mwa muda wa mwezi 6. Mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix. Vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Concert de l'année avec l'homme qu'on appelle Taïk. Le samedi 9 septembre, ça se passe au Koropa Piscine. Vous êtes bien avertis, le samedi 9 septembre, un concert unique au Koropa Piscine avec l'homme qu'on appelle Taïk. Jeune femme, c'est le moment de casser la voix avec ces titres phares de Monsieur Taïk, l'homme séducteur. Ou sinon chez My Salon à Mamoudzou pour prendre votre place. Sponsor officiel, Kezi TV et Caribou Hotel. Retenez bien cette date, le samedi 9 septembre au Koropa Piscine et après le concert au Koropa Club and After avec l'équipe de Taïk. Mister Auto, vous connaissez? C'est le spécialiste à Mayotte des pièces détachées pour l'entretien de votre auto. Quelle que soit la marque de votre véhicule, Mister Auto a la pièce qu'il vous faut à des prix imbattables. Batterie, vidange, pneus, freinage, embrayage, amortisseur, distribution, climatisation, un seul nom, Mister Auto. Commandez, faites-vous livrer en magasin et bénéficiez du paiement en 3 fois sans frais. Mister Auto Mayotte, Zedi Kaweni face au centre de tri de la Poste. Mister Auto 06 39 99 21 42 et mister-auto.yt. On est en direct, c'est votre émission Prolongation. On parle de la qualité de l'eau, on revoit toutes les conduites à tenir, on les précise parce qu'on a bien le temps avec le docteur Jean et le docteur Rancécole de l'ARS. Et on poursuit la découverte de ce qu'il convient de faire ou de ce qu'il convient de ne pas faire. J'avais une question. On voit, et certains en ont acheté, des tablettes de micropure pour purifier l'eau, pour pouvoir y compris la conserver. Est-ce que vous recommandez l'investissement, pour ceux qui le peuvent, dans ce type de produit ou pas du tout? Alors non, on ne recommande pas d'utiliser ces produits
pour 2 raisons. La première, c'est que les mesures les plus efficaces sont celles qu'on recommande, même si elles sont un petit peu contraignantes, elles ont une efficacité qui est prouvée, donc on est certain que la population sera protégée grâce à ça. D'accord. Donc c'est faire bouillir l'eau. C'est faire bouillir l'eau, c'est bien stocké, puis les mesures d'hygiène, on en reparlera après. Et la deuxième raison, c'est que l'utilisation de ces méthodes, alors là vous parlez des pastilles de chlore. Ouais, ce qu'on appelle micro-pur. Micro-pur, ouais, donc c'est du chlore, peuvent poser des problèmes dans l'utilisation. Il y a quand même des dangers à l'utilisation du chlore, hein, c'est pas anodin. Et donc il faut être très prudent aux risques qui est associé. Donc nous, on le recommande pas, on ne l'interdit pas non plus. Si, je vais reprendre la formulation de mon collègue, si des personnes veulent l'utiliser et le font, faites bien attention à suivre les recommandations d'usage du fabricant. Il y a également des recommandations sur les sites nationaux pour pas prendre de risques. Pour la santé, pour la avec santé, le chlore. notamment éviter d'en mettre trop si vous en mettez. Et point important, il y a d'autres produits, donc il y a ces pastilles qui sont en vente, qui ont des usages alimentaires, on va dire, qui sont faits pour ça. Donc sans les recommander, on peut dire que si on les utilise bien, normalement il n'y a pas trop de danger. Et par contre, les autres produits, il faut éviter de détourner d'autres produits comme l'eau de Javel par exemple. Il faut pas. Oui, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et je le dis alors, je souris, mais il faut faire très attention parce que ça peut être très dangereux. Il y a des gens qui ont tendance à dire l'eau de Javel ça désinfecte, j'en mets un peu dans mon eau. Donc il faut faire très attention à pas le faire ça et à pas détourner d'autres produits, notamment des produits ménagers pour potabiliser son eau. Parce que si d'aventure on le faisait, on s'expose à quoi? Alors là, en l'occurrence, pour le cas de l'eau de Javel, ça va entraîner des brûlures au niveau de la bouche et de l'œsophage et des ingestions d'eau de Javel trop importantes peuvent avoir des conséquences dramatiques beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et alors je ne veux pas alarmer les gens, mais de la même manière, le chlore... Alors, ça tue pas en général, mais si on en consomme trop, on peut avoir des brûlures au niveau de la bouche et de l'œsophage, donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent sur les dosages et sur l'utilisation, et c'est pour ça que nous, l'ARS, on ne recommande pas leur usage. On parle aussi beaucoup de se laver les mains, difficile parfois de se laver les mains quand il n'y a pas d'eau, et je prends un exemple concret, là ces derniers jours et la semaine dernière, toutes les villes ont plus ou moins été confrontées au même problème, en pleine journée, paf, plus d'eau, vous rentrez à la maison après le travail, vous n'avez pas eu le temps parce que vous pensiez que tout allait bien se faire, il n'y a plus d'eau. Comment on se lave les mains avec, il reste un seau d'eau pour la famille, vous parliez tout à l'heure de ce seau d'eau qui devient notre meilleur ami, comment on fait pour se laver les mains quand on est 4, 5, 6, qu'il reste un seau d'eau pour faire un brin de toilette et se laver les mains? Alors sur ces méthodes je suis désolée, mais c'est très concret et c'est les questions qu'on se pose à la maison. Vous avez tout à fait raison, il faut qu'on en parle parce que c'est contraignant pour tout le monde et il faut un peu adapter. Donc dans l'idéal, on utilise de l'eau, donc on a un peu d'eau en réserve dans notre stock. On se lave les mains à l'eau potable ou au stock d'eau non potable? On se lave pas forcément les mains avec de l'eau potable, non. On utilise donc le principe. Alors il faut reprendre parce il y a plusieurs discours et on va reprendre un peu nos bonnes habitudes du Covid ou de la Covid, je sais plus comment on doit le dire. De ces mauvais souvenirs. De ces mauvais souvenirs, voilà, comme ça on est tous d'accord. Et il faut donc se laver les mains assez souvent, si possible, avec de l'eau et du savon, donc si on a de l'eau. Et ça se fait en association également avec l'utilisation des gels hydroalcooliques. En gros, l'eau et le savon vont enlever les grosses particules qu'on a sur les mains. Et le gel hydroalcoolique va, lui, tuer les micro-organismes, bactéries, virus. On fait les deux? Dans la mesure du possible, on fait les deux. Alors, si on se lave les mains... Tout à fait, si on se lave les mains régulièrement à l'eau et au savon, globalement, c'est suffisant. Et ça permet déjà de lutter efficacement contre les transmissions de pathologies. Et on peut aussi utiliser le gel hydroalcoolique pour renforcer et permettre une désinfection des mains. Docteur Jean, il y en a qui peuvent avoir de bonnes idées parfois, c'est-à-dire de dédier dans la maison une bassine au lavage des mains. C'est-à-dire il y a de l'eau dedans et puis tous les membres de la famille, 4-5 fois dans la journée, enfin bref, aussi souvent que nécessaire, vont aller dans la même bassine pour... en fait, je trempe mes mains, paf, je mets du savon, plaf, plaf, et je me rince les mains dans la bassine qui sert toute la journée. Est-ce une bonne idée ou pas ? Alors, c'est pas une bonne idée, dans la mesure où, comme on l'évoquait, un certain nombre de maladies est transmise par les mains, et le fait de se laver les mains permet, avec l'eau et le savon, d'éliminer un certain nombre de microbes qu'on a sur les mains. Si ce microbe
se retrouve dans une bassine qui est partagée par tous, ça peut être un risque de transmission d'un agent infectieux d'une personne à l'autre au sein de ce foyer. Donc de l'eau, c'est de l'eau à usage unique, pas forcément de l'eau potable, mais et l'eau doit être éliminée, ne doit pas être réutilisée par les autres. Alors, en l'absence de personnes malades dans le foyer, c'est pas forcément très risqué, mais il suffit qu'il y ait un cas. Typiquement, on est en train de rentrer là dans la phase épidémique de gastro-entérite, un rotavirus, la gastro-entérite, le standard qu'on vit partout dans le monde. Si une personne se lave les mains et est porteur de ce virus, de ce rotavirus, et le disperse dans l'eau, il est tout à fait possible que le suivant récupère le rotavirus et l'ingère et fasse une gastro-entérite à rotavirus. Oui, donc il faut éviter ça fait partie des fausses bonnes idées que j'ai eues. Fausse bonne idée. Je ferai plus. Pas envie d'être malade. Alors justement, à propos d'être malade, si d'aventure on n'était pas extrêmement rigoureux, qu'on se trompait, bref, qu'est-ce qu'on risque? Alors on risque en fait d'ingérer, de manger des microbes. Parce on en mange tous les jours. Ah oui, mais alors d'ingérer des microbes pathogènes qui vont nous rendre malades. Parce qu'on a pris de l'eau de la rivière dans laquelle il y en a beaucoup, parce qu'on a laissé une eau trop longtemps stockée sans la consommer et qu'on la boit trop longtemps après. Le risque, c'est qu'on ingère un certain nombre de bactéries. L'autre risque, donc, c'est que des microbes se transmettent des mains des uns aux mains des autres et infectent comme ça, un certain nombre de personnes en chaîne, et ça devient une épidémie. Et donc, ce qui nous inquiète et ce qui a inquiété aussi les autorités au niveau national, c'est l'émergence ou l'augmentation du nombre de maladies qui sont dues à l'ingestion de ces microbes. Le fait que donc, par accident, on va avaler un microbe, un virus ou une bactérie. Alors, le moins grave, docteur Ancet, si j'ai bien compris, c'est une diarrhée, on est d'accord. Éventuellement, quelques petits problèmes qu'on pourrait avoir sur la peau. Vous aviez parlé de plaies qui pourraient effectivement un peu dégénérer. Mais on entend parler aussi de plus en plus de fièvre typhoïde, de choléra. Et là, du coup, tout de suite, ça nous fait moins rire parce que là, c'est un peu grave. On risque d'avoir la fièvre typhoïde? Alors, si on applique correctement les recommandations, non, puisqu'on s'en protège. Oui, mais s'il y a une épidémie qui part dans la société, je crois la fièvre typhoïde, ça se transmet par les mains aussi. Donc, on peut être contaminé quand bien même on a fait son bon stock et tout. Hein. En tout cas, les gens ont peur. Les gens ont peur et il ne faut pas forcément avoir peur, parce que toutes ces mesures dont on parle, il ne faut pas que ça alarme les gens, ce sont des mesures de précaution dans la perspective où on va avoir de moins en moins d'eau et ça va être de plus en plus compliqué, il faut s'organiser dès maintenant. Pour aussi rassurer les gens, on a parlé, il y a eu ce cas sur l'eau qui est distribuée par le réseau. Cette eau, elle ne va pas, c'est pas vraiment par ce biais-là qu'on craint que les maladies soient véhiculées. On ne pense pas que c'est l'eau du réseau qui va transmettre la fièvre typhoïde. Tout à fait. On le voit d'ailleurs dans les cas classiques, c'est plutôt des usages d'eau non contrôlés, rivières, souvent les rivières ou des puits, qui vont favoriser cette transmission. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser l'eau du réseau en lui appliquant les bonnes recommandations. Il ne faut pas aller utiliser de l'eau hors réseau. C'est là qu'est le vrai risque, c'est là qu'est le risque le plus important, à la fois de tomber malade et ensuite de diffuser à un plus grand nombre. Donc ces épidémies, il y a des réponses qui sont prévues. Vous parliez tout à l'heure avec le directeur général de mesures de veille sanitaire qui étaient renforcées. L'objectif, c'est dès qu'il y a un cas, c'est de mettre en place des mesures pour éviter que ça ne se transforme en épidémie. Alors c'est quoi parce que tous les ans à Koungou, il y a des cas de fièvre typhoïde. Et donc, personne ne s'en occupe parce que, ça fait partie... Enfin voilà, personne ne s'en occupe. Mais vous, oui. Et du coup, vous faites quoi? Comment on fait pour éviter qu'un cas diagnostiqué devienne une épidémie géante? Dans un premier temps, c'est isoler la personne malade dans la mesure du possible. Donc, classiquement, la typhoïde conduit les personnes à être hospitalisées. C'est le CHM. Voilà, donc dans un premier temps, les personnes qui pourraient permettre la diffusion de la bactérie sont isolées et donc la bactérie ne se retrouve pas dans l'environnement. Pendant ce temps, du côté de l'ARS, nous, on fait des enquêtes du coup autour des personnes qui sont malades et on est amené dans un certain nombre de cas à aller sur place, à essayer de comprendre quelle a été la modalité de transmission. Est-ce que c'est un cas qui est isolé? Parce qu'on évoque
Kungu, et effectivement, traditionnellement, il y a des foyers typhoïdes qui sont récurrents, mais des cas typhoïdes, il y en a sur tout le territoire sans qu'il y ait d'autres cas à côté. D'accord. Donc on essaye de découvrir quelle est la modalité de transmission, et après, on met en place donc, un certain nombre d'actions. Donc, ceux qui seront relatifs à toutes les mesures de précaution qu'a évoqué le docteur Rancé. Donc, s'il faut qu'on amène de l'eau, on amènera de l'eau. S'il faut qu'on amène de la solution hydroalcoolique, on amène de la solution hydroalcoolique. Et puis, on a quand même cette arme absolument majeure dans la prévention de la transmission des maladies infectieuses, qui est la vaccination. Et donc, on peut être amené à réaliser une vaccination réactive à la fois autour des cas, mais dans le foyer, mais même aussi chez l'entourage, les voisins, les collègues de boulot de la personne qui est malade, qui aurait pu potentiellement transmettre la bactérie. Et avec la vaccination, on espère développer des défenses avant que la bactérie, si elle est transmise, ne rende malade. Alors, pour les familles qui ont des enfants, qui font les vaccins, enfin, qui ne se posent pas trop de questions et qui appliquent les recommandations médicales, on en a 36 des vaccins avec des noms pas possibles. Est-ce que de base, on est vacciné contre la fièvre typhoïde, contre le choléra ? Non, ni contre la fièvre typhoïde, ni contre le choléra, ni contre l'hépatite A, qui est une des 4 maladies qu'a étudié le Haut Conseil de la Santé publique. Ce sont des maladies qui ne sont pas recommandées de base chez les personnes qui vivent sur le territoire national français, et y compris à Mayotte, où l'hépatite A et la typhoïde circulent. Donc non, ce sont des vaccinations qui ne sont pas faites. Pour la poliomyélite, qui est la 4e maladie étudiée par le Haut Conseil de la Santé publique, là oui, on a une vaccination qui est bien faite à Mayotte dans l'enfance. On a évoqué tout à l'heure la campagne de rattrapage vaccinal. On sait que c'est plus bon en ce qui concerne les rappels, mais il y a un taux de protection sur le territoire qui est satisfaisant contre la poliomyélite. Contre les autres maladies, donc, il n'y a pas de vaccination systématique dans l'enfance ou à l'âge adulte. Et là-dessus, le Haut Conseil de la Santé publique a bien précisé, a bien recommandé de ne pas mettre en place de vaccination de masse, dans la mesure où, comme évoqué par le docteur Rancé, si toutes les recommandations sont respectées, se laver les mains, boire de l'eau contrôlée, on ne sera pas malade. Il y aura, comme chaque année, des cas typhoïdes, parce qu'il y a des cas typhoïdes chaque année à Mayotte. On a eu l'année dernière pas trop, mais il y a eu 150 cas il y a 2 ans. Donc il y aura des cas typhoïdes, c'est certain. On ne sera pas en mesure de confirmer que c'est parce qu'il y a une difficulté d'accès à l'eau ou parce que c'est des cas comme on en a chaque année. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on respecte bien les recommandations, il n'y a pas de risque individuel pour avoir une transmission, pour être infecté globalement par la typhoïde. Donc on ne se panique pas. On ne se panique pas, on considère que les recommandations qui sont faites, elles sont faites justement pour nous préserver d'un risque de transmission de microbes. Comme évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on a soif, on n'a pas forcément envie de faire bouillir l'eau pendant 5 minutes, attendre que ça refroidisse avant de la boire. Donc c'est certain qu'on a l'eau du robinet, dès la réouverture, on a envie de la boire. Donc, considérer que ces recommandations, elles ne sont pas faites pour embêter les gens, mais elles sont faites pour préserver la santé et pour éviter, dans un certain nombre de cas qui ont été identifiés, qu'une bactérie, un parasite, un virus n'infecte la personne parce qu'elle aura bu une eau qui est impropre à la consommation. Alors il y a un autre point, il y a l'achat des bouteilles d'eau. On sait qu'à Mayotte, les packs d'eau sont très chers. En métropole, on arrive à trouver un pack de cristalline, donc de 6 bouteilles d'1,5 litre à 1,30 €. Ici, c'est 6 €. Donc forcément, on en achète plus des bouteilles d'eau en ce moment. Et forcément, quelquefois, ça coûte cher et on fait attention aux dépenses. Il y a le risque que les gens du coup boivent moins parce que ça coûte un peu cher et que donc on rationne pour pas manquer. Si on boit moins, c'est quoi les risques ? Alors le risque de déshydratation, effectivement, il est important, il faut le prendre en compte, notamment pour certaines populations les plus vulnérables. On va parler des nourrissons et des personnes âgées. Alors il y a 2 risques. Alors pour éviter, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même des stocks d'eau suffisamment importants pour tenir sur la période de coupure. Bon, ça, les gens le font naturellement, on le fait tous. Mais aussi peut-être anticiper un potentiel allongement des coupures. On a vu là, il y a des difficultés de distribution. Il peut y avoir des cases du réseau qui peuvent allonger de 12-24 heures l'eau. Donc on essaie... coupure d'eau. La coupure, pardon, j'ai la coupure d'eau. Donc on peut essayer d'avoir des stocks un petit peu plus larges pour éviter de se retrouver vraiment en rupture complète d'eau. Et effectivement, un des risques qui va être présent, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, un des symptômes principaux des maladies hydriques et dont on parle, c'est la diarrhée.
et les vomissements. Et ces diarrhées et vomissements créent un risque de déshydratation. Donc ça nécessite qu'on boive plus et qu'on s'alimente bien quand on a ces symptômes pour éviter d'avoir des symptômes plus graves qui apparaissent. Et c'est particulièrement vrai, donc ça permet de passer une autre recommandation sur les populations vulnérables. Il faut être particulièrement prudent sur ce risque de déshydratation. Globalement, nous, en tant qu'adultes en bonne santé, on a très peu de risques. Bon, déjà, on va ressentir la soif et puis on peut quand même tenir un certain temps en buvant un petit peu moins. Pas que ce soit trop long quand même, hein. N'exagérons pas, mais on peut tenir un peu. Par contre, il faut être très prudent avec les enfants notamment, qui eux ne peuvent pas exprimer leur soif et qui donc c'est vrai toujours, hein, mais si en plus ils ont des symptômes de diarrhée ou de vomissement, là il faut renforcer l'hydratation. Donc ça c'est un message pour les familles qui nous regardent et nous écoutent. Il faut être assez prudent là-dessus et bien hydrater les enfants qui seraient malades pendant cette période avec de l'eau potable. Toujours, on en revient. Non, mais il faut le répéter. On se répète. Mais il faut le répéter. On fait les rabat-joie, mais on le répète autant qu'il le faut. Et donc cette recommandation s'applique particulièrement pour les jeunes enfants et aussi attention aux personnes âgées qui également ne ressentent pas moins les symptômes de soif que les personnes plus jeunes et donc à qui il faut aussi inciter à boire en quantité. On doit boire, pour avoir des repères, on doit boire à peu près combien d'eau par jour pour être bien quoi ? Ni trop ni trop peu, la moyenne c'est combien ? Alors la recommandation pour un adulte c'est environ 2 litres. 2 litres d'eau par jour pour un adulte en bonne santé. Pour les enfants, alors on peut trouver des informations sur internet, il y a pour les très jeunes enfants, c'est des doses poids, donc selon le poids, on augmente progressivement la quantité, mais globalement, on va dire 1 litre d'eau pour un jeune enfant. Et si on a des symptômes, donc notamment diarrhée et vomissement, là, il faut augmenter un petit peu la dose. On peut rajouter 1 demi-litre, voire 1 litre, selon la gravité des symptômes. Docteur Jean, il peut y avoir cette idée qui dirait, voilà, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave, j'achète du coca, j'achète du jus d'orange ou des trucs comme ça, et je remplace l'eau par une boisson différente. En plus, ça tombe bien, mon enfant aime bien, et moi aussi d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? J'ai comme l'impression que vous allez dire non. Alors dans les boissons, y compris les boissons sucrées, il y a de l'eau, donc ça permet dans une mesure toute relative d'hydrater les personnes. Pour autant, on le sait, à la fois donc les colas évoqués et même les jus de fruits apportent beaucoup de sucre. Et là, on évoque sur les quelques mois qui arrivent les conséquences d'une pénurie d'eau, mais on évoque, je crois, assez régulièrement aussi les conséquences de l'hypertension et du diabète en particulier sur le territoire mahorais, avec un nombre de personnes diabétiques qui est très important et des personnes qui ont des complications qui sont liées au diabète. Donc il ne faut pas, au prétexte d'une crise, aggraver une crise du quotidien. Donc fausse bonne idée encore. Fausse bonne idée. Désolé, Non mais il faut se le dire, on est là justement pour se poser toutes les questions et évoquer. On ne remplace pas par des sodas, on ne remplace pas par de l'alcool non plus, hein, bière, vin, tout ça, mauvaise idée également. Qui n'a pas de pouvoir hydratant, l'alcool n'a pas de pouvoir hydratant en plus. Donc, n'a pas de pouvoir hydratant. Oui. Ça ne permet pas même l'eau qui est dans la bière ne permet pas d'hydrater de façon satisfaisante les personnes. Donc encore vraiment, moins bonne idée. Vraiment mauvaise idée. Encore moins bonne idée. J'ai que des mauvaises idées en réalité. Allez, on est sérieux, on se rappelle les règles. Comment on stocke l'eau ? Alors comment on stocke l'eau ? On stocke l'eau dans 2 réservoirs distincts. Un réservoir pour les usages, on va commencer par le plus important. Un réservoir, un jerrycan propre de qualité alimentaire qu'on ne garde que pour l'eau potable. Donc on met soit dedans de l'eau du réseau si c'est sur les périodes après les 6 heures, soit on la fait bouillir et ensuite on la met dans ce réservoir, on la conserve à l'abri de la chaleur autant que possible. Vous pouvez rappeler, docteur Rancé, la règle sur les coupures, une coupure inférieure à 24 heures, combien de temps on fait bouillir l'eau ? Alors c'est sur les coupures de 12 heures, ça va être 6 heures on fait bouillir l'eau pendant 6 heures, excusez-moi. Oui. Et si on est sur plus de 12 heures, on va... non, c'est 24 heures, excusez-moi. Je reprends. Oui, allez-y. On a parlé de beaucoup de choses, c'est pour ça. Donc sur une coupure de 10 heures... De 12 heures. 4 heures. Sur une coupure de 12 heures, on fait bouillir l'eau pendant 6 heures. Et sur une coupure de 24 heures ou plus, on fait bouillir pendant 12 heures. Voilà, excusez-moi. C'est pas grave. Et vous pouvez rappeler, parce que c'est important que les gens comprennent pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait bouillir l'eau.
Alors, on fait bouillir l'eau, c'est un principe de précaution, puisque jusqu'ici, donc, donc comme l'expliquait le directeur général tout à l'heure, les contrôles sanitaires sur la qualité de l'eau ont été renforcés. Jusqu'ici, ces contrôles montrent que la qualité de l'eau est toujours acceptable, mais c'est un principe de précaution, puisque pendant la période de coupure, l'eau peut s'infiltrer dans les canalisations qui sont vides pendant cette période. Donc de l'eau extérieure peut s'infiltrer dans les canalisations, c'est de l'eau sale qui contient des micro-organismes, et en plus les restes d'eau qui stagnent dedans favorisent le développement des micro-organismes. Et donc à la réouverture, tous ces micro-organismes, donc bactéries, virus, parasites, sont amenés jusqu'au robinet de l'utilisateur. Et vous expliquez tout à l'heure, pour des coupures inférieures à 24 heures, c'est 6 heures pendant les 6 premières heures qu'on fait bouillir pour, en gros, être sûr d'avoir purgé une fois le réseau. Et pour les coupures supérieures à 24 heures, c'est pour être sûr de l'avoir purgé 2 fois. Tout à fait. Parce que en 24 heures, en plus de 24 heures, les bactéries peuvent se développer, il peut y en avoir plus. Un peu plus, et elles peuvent s'accrocher aux parois, donc il faut un peu plus de passage d'eau pour nettoyer la canalisation. Schématiquement. Mais oui, mais comme ça, on a bien compris. On a dit 2 types de réserves, docteur Jean, une réserve d'eau potable, une réserve d'eau non potable. Vous pouvez nous rappeler la réserve d'eau potable, quels sont les usages ? Les usages donc, de cette eau potable qui est de l'eau qui a été stockée dans les conditions évoquées et qui ne sera conservée que pendant au maximum 48 heures, et une eau dont l'utilisation va faire en sorte que cette eau arrive dans la bouche des usagers. Donc c'est à la fois évidemment l'eau de boisson, mais aussi l'eau pour se laver les dents, l'eau de cuisine pour laver les crudités, pour faire la cuisine parce que voilà, pour remplir les biberons des enfants. Donc, les machines à café. Les machines à café, oui, parce que la quantité de chauffe d'une machine à café ne suffit pas à tuer les microbes. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais on boit du café. On pourrait être faussement rassuré en se disant que ça chauffe, mais non, il faut minimum 1 minute. Donc nous, on recommande 5 minutes pour tuer l'ensemble des agents infectieux présents dans de l'eau. Donc les 3 secondes de passage d'une eau qui ne bout pas dans la machine à café ne permet pas de tuer les microbes. Et il en va de même pour le thé, parce que quand bien même la bouilloire, on fait bouillir, on ne laisse jamais bouillir 5 minutes. Le délai d'ébullition, effectivement, ne permet pas de tuer l'ensemble des microbes qui pourraient se retrouver dans l'eau du réseau après la réouverture. Donc cette eau, toute l'eau qui rentre dans la bouche, on la conserve maximum 48 heures, on la met dans un jerrycan dédié, et l'eau qu'on met dedans, c'est de l'eau qui respecte les recommandations qu'on vient d'être émises. Et au bout de 48 heures Et au bout de 48 heures, on la passe dans le seau qu'on va utiliser pour faire son ménage, pour remplir la cuve des toilettes, se doucher, pour faire sa toilette, avec peut-être une précaution particulière pour les personnes qui ont des lésions dermatologiques, qui pourraient avoir des plaies qui s'infectent si trop de microbes étaient présents dans cette eau. Et donc la bascule de cette eau se fait au-delà de 48 heures de stockage. L'eau de pluie qu'on peut avoir à la maison, c'est de l'eau... C'est de l'eau qui n'est pas consommable et qui n'est pas utilisable. Il faut vraiment imaginer qu'il y a une quantité de microbes qui est absolument énorme dedans. Et en plus des microbes, il va y avoir de la terre, il va y avoir peut-être des pesticides, il va y avoir parfois des hydrocarbures. Enfin, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans l'environnement va finir dans ce puits. Comme évoqué tout à l'heure, même si elle est claire, on la fait bouillir, on a le sentiment qu'on aura tué un certain nombre de microbes, même potentiellement tous les microbes. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Toutes ces choses font que cette eau des puits et l'eau de stockage des pluies et l'eau de rivière est une eau qui est absolument impropre à la consommation. Docteur Rancé, à quel moment on doit aller chez le médecin ? C'est-à-dire que quand bien même on fait tout ça, on a des petits problèmes gastriques, quand est-ce qu'on va chez le médecin ? Ou des problèmes de peau, quand est-ce qu'on va chez le médecin ? Alors, le médecin est en libre accès, j'ai envie de dire, on peut y aller dès qu'on en ressent le besoin, mais là, pour cette période un peu particulière, où on craint qu'il y ait un peu plus de syndrome diarrhéique, notamment, si on a juste une diarrhée peu intense et pas d'autres symptômes, on peut attendre que ça passe. On n'a pas forcément besoin de consulter tout de suite. C'est quelque chose qui se résout de manière spontanée dans la majorité des cas. Si c'est associé à d'autres symptômes plus graves, par exemple qu'on a des diarrhées très intenses, ou que c'est associé à de la fièvre également intense, ou qu'on a des symptômes plus graves, là, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin. Et dans comment dirais-je, une frange intermédiaire, est-ce qu'en allant à la pharmacie, on peut acheter des médicaments sans passer par le médecin qui nous aiderait à passer le cap ? Alors ça, c'est quelque chose qui a tout à fait du sens, c'est une très bonne idée, particulièrement chez les nourrissons.
parce que une gastroentérite ou un syndrome diarrhéique chez un enfant peut être une pathologie qui est très grave. Certains pourraient attendre du coup la durée d'évolution des symptômes avant de consulter. Le fait de réhydrater de façon très précoce un enfant en attendant son rendez-vous, en attendant sa consultation chez le médecin, peut permettre très rapidement de compenser les pertes d'eau dans les diarrhées et dans les vomissements et éviter que l'enfant ne s'aggrave de façon trop rapide. Et ces solutés de réhydratation par voie orale sont accessibles en pharmacie sans ordonnance. Donc rien n'empêche un parent de prendre un rendez-vous chez son médecin dans 48 heures ou 24 heures ou le lendemain chez le médecin parce qu'il y a encore de place. Et en attendant d'aller à la pharmacie récupérer donc les sachets de solutés de réhydratation par voie orale. Tous les autres traitements des diarrhées, alors on imagine des ferments, tout ça n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité. Ça fera pas de mal, c'est certain. Est-ce que ça va améliorer les choses? J'en suis pas certain. Mais sur la diarrhée de l'adulte, il n'y a pas de mesures majeures médicamenteuses, j'entends, à mettre en place. Dernière question, parce que l'émission touche à sa fin. Je pense à vos collègues du CHM. On ne va pas aux urgences pour une diarrhée? Non, alors on est en train de travailler sur un document très didactique justement qui va rappeler, alors particulièrement pour les enfants, comme évoqué par le docteur Rancé, un adulte en bonne santé n'a pas de risque majeur de déshydratation, ça peut arriver. Pour autant, les enfants ont des risques. On est en train de travailler sur un document très didactique qu'on proposera aux parents, qui sera accessible en pharmacie, chez les médecins, un petit peu partout, qui va rappeler aux parents du coup comment on évite de transmettre en gros les microbes de l'un à l'autre, particulièrement dans cette saison de gastro-entérite. Quelles sont les mesures de réhydratation à mettre en place de façon rapide? Quelles sont les mesures qui doivent conduire les familles à consulter? Et quels sont les signes de gravité qui doivent encourager les personnes à aller consulter aux urgences? Et quand on n'a pas ces signes de gravité, on ne va pas emboliser les urgences. On va chez le médecin traitant. C'est très important parce que si les urgences sont envahies de gens, on ne peut pas prendre en charge la gravité des symptômes. Et ensuite, on est mécontent. Voilà. Sur un enfant, il faut vraiment penser à consulter parce que nous, adultes, on pourrait ne pas être forcément inquiets sur une diarrhée d'un adulte. L'impact de la diarrhée chez l'enfant, particulièrement dans cette saison où on rentre dans l'épidémie de gastro, une diarrhée ou des vomissements a un impact majeur chez l'enfant. Donc oui, chez l'enfant, on consulte. En effet, il n'est pas nécessaire d'aller aux urgences. Il faut simplement qu'il y ait un médecin qui évalue le degré d'hydratation de l'enfant. Si l'enfant n'est pas hydraté, il va rentrer à la maison avec les petits sachets de réhydratation. Mais il y a besoin d'une évaluation médicale du stade de gravité, qui peut être tout à fait réalisée en dispensaire chez son médecin traitant, sans avoir besoin d'avoir recours aux urgences. Ça, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on y voit vraiment beaucoup plus clair là. Merci. Et je vais arrêter avec mes fausses bonnes idées. Allez, c'est la fin de cette émission que vous pouvez évidemment retrouver sur la chaîne YouTube de Kwesi pour réécouter tous les conseils. Nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine et le lundi et le mercredi pour prolonger la matinale. À très bientôt pour une nouvelle émission avec un autre sujet et d'autres invités.